Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce lundi midi sur Facebook pour le 11e épisode de la saison 4 d'Overtime. On est très heureux de vous retrouver. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées la semaine passée en National League et on va pouvoir profiter de cette heure pour en discuter. Je suis Pascal Eberhardt, je suis en compagnie d'Alex Burkhalter. Salut Alex. Salut Pascal, salut à tous. Et pour discuter de tout ça, on a le bonheur d'accueillir Dany Gélina. Salut Dany. Salut les gars. Et bien évidemment, vous connaissez la formule. Si vous êtes avec nous sur Facebook, vous pouvez écrire dans le chat. Vous êtes déjà quelques-uns à avoir écrit pour nous souhaiter une bonne journée, pour nous souhaiter le bonjour. Bonjour à vous qui avez écrit. N'hésitez pas à envoyer vos questions également pour Dany, pour Alex ou pour moi, pour vos commentaires. On va parler aujourd'hui de Cloton, puisque Jerry Fleming est le premier entraîneur qui s'est fait virer. On enchaînera ensuite avec le classement des romans dans l'ordre inverse. Ajoie, Bienne, Genève, Lausanne et Fribourg. Le sommaire est en commentaire épinglé pour ceux qui sont sur Facebook. Vous le verrez facilement. Je vous rappelle que dans l'après-midi, vous pourrez retrouver cet épisode en rediffusion vidéo sur Facebook, sur YouTube, en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Et bien évidemment, ce soir à 20h15 sur MySports 1, parce que Alex, il y a le Inside Plus Planète Servette. Exactement, tu allais le dire. Bah oui, Planète Servette a pas manqué. C'est la rencontre entre Weiler, l'entraîneur du football, qui rencontre Yann Cadieux. Bref, pour tout savoir sur le Servette FC et le Genève Servette, rendez-vous ce soir, tu l'as dit, 20h15. Voilà messieurs, je pense qu'on a fait le tour déjà pour l'introduction et on va tout de suite se lancer dans le premier thème. Et puis je vais me tourner vers l'ancien entraîneur, Dany. Cloton vire Jerry Fleming au milieu de la nuit. On a reçu l'information, c'était 1h30 du matin, de la nuit de samedi à dimanche, après une nouvelle défaite. Est-ce que finalement, c'était pas une décision qui est venue un peu tard parce qu'il y avait la pause des équipes nationales juste avant? On attend le week-end suivant pour le remplacer par le directeur sportif Larry Mitchell qui va assurer l'intérim. Oui, effectivement, mais ça explique aussi pourquoi c'est aussi violent comme licenciement, parce que il n'y a pas grand-chose qui a changé. En tout cas, le club en lui-même n'a pas apporté de grandes modifications ou n'a pas apporté de modifications pendant la pause ou avant la pause pour justement préparer la pause et revenir après la pause et être peut-être plus compétitif ou en tout cas être sur une autre dynamique. On est sur la même dynamique, on est resté sur la même dynamique. On a certainement fait des rencontres individuelles avec les joueurs, avec les entraîneurs, le staff pour essayer d'amadouir les choses et de trouver des solutions. Ça fait quand même plus de 2 mois que la saison est commencée. Je veux dire, des rencontres, je connais ça, hein, des équipes qui sont en bas de tableau, des rencontres, on en a beaucoup pendant une semaine. Il arrive un moment où il n'y a plus grand-chose à dire, on dit la même chose. Je pense que c'est une erreur de ne pas avoir fait ça avant la pause pour permettre à la pause de travailler sur des nouvelles bases et redémarrer vraiment sur une vraie dynamique. Et le faire après la pause, c'est comme un aveu qu'on s'est trompé, que la direction du club s'est trompée, qui n'a pas fait bien les choses, qui n'a pas fait les choses comme elle aurait dû le faire. Elle aurait pu le faire d'une façon très diplomate et très respectueuse envers les gens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un entraîneur, c'est aussi un homme. Et il y a peut-être une famille, je ne sais pas, je ne connais pas le monsieur. Mais là, on fait ça très violemment. Le gars, il sort du bus à, je crois, 1h30 du matin, 1h22, vous me dites exactement. Et il arrive, et puis je crois que ses affaires sont devant le bureau, porte fermée. Alors, je pense que c'est très violent et la violence démontre le manque de capacité, le manque de réaction du club de Cloton avant la pause. Ouais, moi je te rejoins. Vraiment. C'est presque une mauvaise tradition, hein, mais on se pose toujours la question de savoir quel entraîneur risque de ne pas passer la pause de novembre. C'est clair que Fleming, il était en haut de la liste, très clairement. Cette deuxième saison, du côté de Cloton, ça ne fonctionne pas. Ça, on est d'accord. Mais ne pas utiliser, comme tu l'as très justement dit, Dany, ce moment de pause d'équipe nationale, c'est que tu as 10 jours, tu peux même donner 3 jours de congé à tes gars, tu peux les retrouver après, tu avais le temps. Tu avais vraiment le temps de pouvoir travailler, pouvoir les rencontrer, pouvoir leur expliquer pourquoi tu fais ce choix, finalement, et qu'est-ce que tu attends d'eux pour la suite. Parce que, est-ce que l'entraîneur était fondamentalement le premier problème du côté de Cloton? On peut se poser la question. Parce que lorsque l'on voit le rendement de certains étrangers qui étaient très bons la saison passée, et puis cette année qui sont, excusez-moi de le dire, mais franchement qui passent à côté de leur saison, hein, on pense même au gardien Mezzola qui fait ce cadeau à Gaëtan Haas, puis qui donne finalement la victoire à Bienne lors du match de vendredi. Tu te dis, est-ce que vraiment le coach à ce moment-là, c'était vraiment le vrai problème, premièrement? Et puis deuxièmement, c'est le timing. Et c'est le timing. Et en plus, j'ai envie de rajouter quelque chose. Qui va prendre l'intérim? Tu l'as dit, c'est le GM, c'est Mitchell.
C'est-à-dire que c'est lui qui est allé chercher Fleming, puis qui dit en fait, en gros, je me suis planté, je vais prendre maintenant les rênes, puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais lui aussi, il va au-devant, j'ai envie de dire, d'une situation qui risque d'être franchement compliquée. Oui, exactement. Et puis, bon, il l'a déjà fait, hein, attention, il l'a déjà fait. Alors, il a un peu l'habitude de faire ça. Alors, il ne faudrait pas que ça devienne une habitude qui devient toujours perpétuellement, parce qu'il va se brûler aussi, le monsieur, parce qu'il n'y a plus aucun coach qui va vouloir aller travailler pour un directeur technique qui dit, si ça ne va pas, je sais que je peux prendre la place, et puis c'est ce que je veux, finalement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très, très bons entraîneurs en prenant le flambeau en cours de route. Hein, parce que tu n'as pas besoin de préparer de saison, tu n'as pas besoin de préparer de planification. Tu prends des gars qui mentalement ne sont pas très bien, et puis tu fais juste les ramener mentalement un peu mieux, et ça joue mieux. Alors du coup, c'est plus facile que de prendre une équipe dès le début du championnat. Alors, mais le manque de réaction d'un club de ce niveau-là, c'est vrai, c'est une faute grave. C'est-à-dire que finalement, Mitchell a été trop long et la direction a été trop longue. Et je le répète, hein, la violence du licenciement explique la colère interne des dirigeants, pour moi. Et il va falloir récupérer les joueurs derrière. Et Oui. bien leur expliquer, etc. Parce que là, ils vont jouer avec une pression encore plus forte, on va dire, sur leurs épaules. Absolument. Puis on se souvient que les précédents entraîneurs qui avaient été virés au mois de novembre, ils avaient tous été avant la pause. Je pense à Patémon à Genève il y a 2 ans, Johan Lundskog l'année passée à Berne. C'était, comme tu le disais, juste avant la pause. Et ça permet d'avoir les joueurs qui vont se changer les idées. Ils reviennent avec un nouveau coach. Ils savent qu'il y a un nouveau coach. On repart à zéro. Voilà. Bon, là, il joue pas avant vendredi prochain, donc tu as quand même aussi quelques jours. Tu vois, c'est pas comme s'il jouait déjà demain soir. Non, mais ils auraient quand même pu avoir des jours en plus, une semaine en plus, puisqu'il jouait de toute façon pas avant vendredi. C'est surtout que Mitchell, il aurait peut-être pu, et comme tu l'as supputé un petit peu, Danny, il aurait pu trouver un renfort étranger, par exemple. Il y a des équipes qui ont fait ça, tu vois. Rajouter quelque chose, rajouter un petit peu de sang neuf, déjà utiliser, on va dire, ce premier joker. De GM avant de dégager son coach. Peut-être en lui disant, voilà, tu te poses de novembre, on te prend quelqu'un de nouveau, on regarde comment ça se passe, si ça change finalement la courbe des résultats, et puis après, au mois de décembre, on décide. Là, c'est un petit peu comme si tout d'un coup, pendant le mois de novembre, ils avaient tout changé, j'ai envie de dire, dans le line-up, puis en lui disant, voilà, on t'a tout donné, coach, des deux, tu fais un point sur les 2 matchs, merci, bonsoir, au revoir. Quoi. J'aime bien ce que tu dis, Alex, ça me fait penser à un podcast de NHL que j'écoute où il disait, avant de changer le coach, il faut toujours faire un transfert. Ajoie a fait un transfert, ça allait mal, ils ont engagé Timashov, ça va un petit peu mieux. Pour l'instant, Voblen a sauvé sa place et effectivement, il n'y a pas eu de transfert. Tu veux faire la transition pour parler d'Ajoie parce que je vois qu'on a déjà pris 10 minutes. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, j'ai une réflexion qui va peut-être faire sourire Danny, mais Vladi nous dit Danny, futur coach de Cloton. Non, écoute, le téléphone n'a pas sonné, ça c'est sûr. Et puis Fabrice nous dit qui pour le remplacer à part. Mon Deutsch, il n'est pas très bon alors. Et puis Fabrice nous dit qui pour remplacer Fleming. Donc pour l'instant c'est Mitchell, mais selon le communiqué c'était un intérim. Donc si c'est un intérim à la Julien Vauclair. Il peut avoir de l'intérim à long terme. Bon après. Oui, moi personnellement, la façon dont j'ai vu le match contre Bienne, je verrais bien un entraîneur finlandais derrière la banc. Ah. Il y a déjà quelques Finlandais sur le banc avec. Voilà, parce que quand je vois un gardien, ouais, la façon dont ouais, c'était pas net, c'était pas propre, c'était pas. Il a beau être fâché après lui. C'est facile d'être fâché, de montrer que tu es fâché, mais un coach ne veut pas que son gardien soit fâché, il veut juste qu'il arrête l'époque. C'est comme ça. Tu disais que j'allais faire la transition à Joie. Je propose qu'on la fasse, cette transition à Joie. On va pas non plus s'étaler de longues minutes sur Cloton parce qu'on n'a pas non plus tous les éléments pour la suite. Non. Ouais. Et il faudra voir ce que ça donne après un premier week-end sous Larry Mitchell. Le HCA Joie qui a connu 2 défaites ce week-end, le 8-4 du côté de Fribourg, le 6-2 contre Ambry. Ce qui nous a surtout frappé, c'est le tournus des étrangers et l'absence face aux Tessinois des défenseurs Jelina et Brennan, Alex. Oui,
C'est pas que ça en a surpris plus d'un, hein, d'ailleurs, au niveau des suiveurs, j'imagine, au niveau aussi des fans, des dirigeants, peut-être aussi. Non, vous avez la veille, alors une défaite, oui, 8-4 contre Fribourg, d'accord, t'encaisses beaucoup de buts, mais t'as un Eric Gélina qui marque 2 goals, qui fait un assist, je crois, Brennan a ouvert enfin son compteur but, il a marqué. Bref, t'as quand même des prestations, puis t'as quand même des points positifs par rapport à tes défenseurs étrangers. D'accord, ça c'est la première chose. T'arrives le samedi, tu joues en Brie, qui reste sur 6 victoires consécutives. Il y a 4 lignes qui tournent à plein rendement. Hein. Je crois qu'il y avait que Grassi qui était légèrement blessé, etc. Au niveau de l'attaque, commotionné, etc. Mais le reste, bref, tu as tout le line-up qui est là. Franchement, tu vas affronter une équipe en feu qui a un taux de réussite incroyable sur les dernières rencontres. Tu enlèves tes défenseurs étrangers pour mettre 6 attaquants. Sur tes 6 attaquants, du côté d'Ajoie, on sait qu'il y en a qui ont vraiment énormément de difficultés pour retrouver le chemin des filets. On pense au capitaine Michael Devos, etc. etc. Donc Asselin aussi, c'est quand même plus compliqué cette saison. Bref, tu réintègres des gars dans ton line-up qui ont... C'est pas comme si tu te dis « Ah oui, ils sont en feu, je suis obligé de les réintégrer, tant pis, je sens que ça va être le coup, etc. etc. » Non. Et surtout, tu diminues ta défense face à une équipe, comme je l'ai dit, en feu, qui n'arrête pas de marquer des buts et qui trouve toujours des solutions pour en marquer, avec un très bon power play, etc., etc. Moi, franchement, je comprends pas ça. Et en plus, on nous a dit « Ah, mais en fait, c'est déjà décidé à l'avance. » En gros, il y a 8 étrangers, il sait déjà qui va jouer, quel match, etc. Moi, Dany, je veux avoir ton avis là-dessus. Parce que de ne pas prendre en compte un adversaire quand tu es dans le sport professionnel, actuellement, c'est pas possible. Quoi. Je vais être encore plus direct que toi. Pour moi, la concurrence, ça doit être au niveau... uniquement, je te parle de performance. Là, si ils sont performants comme ils le sont en ce moment, les 2 défenseurs, tu ne dois même pas y penser. Tu ne dois même pas savoir si oui ou si non ça va jouer ou pas. Ça doit être dans l'alignement. Pour moi, la concurrence, lorsque Timashov est arrivé, pour moi, je l'ai dit, hein, j'en ai parlé, j'ai dit que la concurrence va être uniquement au niveau des attaquants. Ajoie, avec tout le respect que j'ai pour tous ces garçons, n'a pas la défense suisse nécessaire pour tenir. Wolf est blessé. Oui, Damiano, c'est un garçon qui a de la bouteille dans la ligue, mais est-ce qu'il peut être tous les soirs dans la cage en permanence? Patnaud n'a pas eu beaucoup de glace cette année. C'est mettre ses gardiens dans une difficulté et au lieu de les laisser tout seuls, il faut les protéger et tu peux les protéger avec tes 2 défenseurs déjà, dans un premier temps. Ça, c'est la première chose. Et puis tu sors sur le momentum aussi, t'es d'accord? Oui, déjà, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu tu parles de momentum, tu parles de rythme, tu parles d'un petit peu de quelque chose qui a été retrouvé offensivement lorsque Timashov est arrivé. Ça a commencé à marquer un peu plus. Oui, OK. Mais là, tu joues des équipes. Il faut comprendre que, de toute façon, la défense n'est pas suffisante. Alors, du coup... c'est pas de faire injure aux autres, de dire que pour l'instant, on ne peut pas mettre nos 2 défenseurs, à moins que les gars ne travaillent pas. Si les gars ne travaillent pas, mais s'ils rentrent la monnaie, je suis désolé, mais les gars doivent jouer, ils doivent être présents. Et ensuite, à l'attaque, tu vas avec les garçons qui t'en donnent, et qui t'en donnent sur la glace, qui t'en donnent sur le banc, qui t'en donnent dans le vestiaire, qui t'en donnent à l'entraînement, et puis tu y vas. Là, aujourd'hui, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure off, comme ça, lorsqu'on discutait. Moi, la décision de changer la veille pour la veille comme ça, c'est uniquement pour faire plaisir au vestiaire. D'éviter d'avoir des gars qui vont faire la gueule dans le vestiaire parce qu'ils vont être peut-être 2 jours d'affilée. Oui, je sais que tu n'aimes pas ça quand je dis ça, mais, tu vas me dire qu'on n'est pas dans une garderie. Je le sais, mais Christian Vaulevan, aujourd'hui, il est sous tension. Il doit récupérer une situation personnelle qui lui est propre. Et en même temps, il doit s'assurer que son vestiaire est au moins de bonne humeur parce que si il perd son vestiaire, c'est fini pour lui. Ouais, j'entends tout ça, je suis d'accord. Mais vouloir faire plaisir à tout le monde, tu sais que ça ne fonctionne pas. Dans n'importe quel domaine, ça marche pas d'être comme ça. Ça marche pas. Ça marche à l'école des fans. Mais pour non, les plus mais vieux. regarde, t'as Gélina. Moi, je prends le cas d'Eric Gélina. Début de saison compliqué, t'es d'accord, hein? Après, voilà, il se fait suspendre 3 matchs pour un geste un peu inutile, etc. etc. Il revient, il fait preuve de résilience. Tout d'un coup, je sais pas, il met un point quasiment à chaque match. Il a marqué son premier but en National League et depuis, les vannes sont ouvertes. On est d'accord, mais exactement, les vannes sont ouvertes. Et là, tu lui dis, non, mais tu joues pas parce que c'était prévu que tu joues pas.
Oh. Non, mais tu ne Moi, peux franchement, pas faire ça. toi, t'es le peux joueur, pas. tu te dis, mais sérieux, qu'est-ce que je dois faire pour jouer à ce moment-là, quoi? Ça veut dire qu'il marque 5 buts la veille? Ah non, non, non. Alors, la meilleure Ou façon pas. pour un entraîneur de gérer une situation comme celle-là, c'est de mettre les cartes sur table puis de dire aux garçons et aux étrangers comment ça se passe, qui va jouer. Et quand c'est clair, parce que là, si tu commences à dire, OK, les garçons, à chaque match, on va en sortir 2, comme ça, tout le monde va avoir un rôle régulier, tout ça, ça marche. Tu fais quoi si le gars, il marque 3 buts? Mais T'as prévu de oui. ne pas le faire jouer Bah, samedi. Puis vendredi, il te met 3 buts et il est excellent sur la glace parce qu'il ne fait pas juste mettre 3 buts, parce qu'il peut avoir marqué 3 buts et être moins 4. Mais je veux dire, il fait un bon match. Mais, j'avais prévu que tu ne joues pas samedi. C'est exactement pour ça que moi, à l'inverse, hein, avec les gardiens de but, j'avertis jamais d'avance qui va jouer. Tu comprends ce que je veux dire? bah Parce oui, qu'après- tu gardes aussi après, sous pression les joueurs, tu oui, sois. puis t'es un après, petit mais peu moi, plus- je veux pas avoir les mains liées. Je veux pas avoir les mains liées dans une décision, puis après, tu vas voir les garçons, puis tu dis non, écoutez, les gars, finalement, on va changer d'idée. Et là, tu passes encore pour pire que bien, quoi, tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu pars avec 6 attaquants étrangers? Mais non, mais regarde, franchement, tu veux quoi? Tu sais que tu marques pas 8 buts par match. Tu vois ce que je veux dire? Tu marques pas 8 buts par match. Tu vas affronter Ambry qui n'a pas de difficulté à marquer des buts depuis 6 matchs. C'est ça la réalité. Tu affrontes une équipe en pleine confiance. Toi, quand tu as une 6 attaquants étrangers, excuse-moi, mais le calcul, c'est de te dire on s'en fiche combien de buts on va prendre. De toute façon, on va en marquer un de plus que l'adversaire. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Ouais. Sinon, Puis- sinon tu dis c'est le message que t'envoies. Je suis désolé, Ouais, puis c'est il y a le une message que vérité- t'envoies. Il y a une vérité dans le hockey avec les étrangers, et ça, c'est les étrangers eux-mêmes qui me le disent. Les étrangers veulent toujours jouer contre les étrangers. Des fois, moi, je leur demandais, écoutez, les gars, vous voulez que je cause différemment, Ah, ils me disent, non, 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 tu nous mets contre les étrangers. Ah oui, je dis, pourquoi? Ah, ils n'aiment pas défendre. C'est un bon point. Ah, non, non, C'est non, un mais très pas bon des point, c'est un blagues. très bon point. Non, 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 c'est pas des blagues. Alors, tu as 6 étrangers contre une équipe qui met des goals à tout va. C'est pas mal. En effet, t'as raison. Mais enfin, bon, bref, on n'a pas compris. Et honnêtement, je sais pas. Et moi, si tu verrais les messages- non, mais tu fais ce genre de subtilité, c'était 3e au classement, tu les fais. Voilà. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux tenter des coups de poker, parce que t'as tout derrière toi, voilà. Mais c'est pas comme si je n'avais pas besoin de points. Donc tu te dis, bon bah voilà, ça s'est planté. Mais s'il leur fait un week-end sur 3, tu vas te dire, mais sérieux, c'est pas. Alors, Non, en mais tout cas, je peux Ambry, vous dire Ambry, que tu vas ça. gagner 2-1, tu vas gagner 2-1, tu vas gagner 3-2. Quand tu vas jouer contre Ambry, une équipe comme ça, Oui, tu dis, oui, mais pas- tu peux mais pas pas- dire que je vais gagner 6-4. Mais C'est non, impossible, puis pas contre un impossible. Ambry qui fait 6 victoires de suite, quoi. Tu les as regardés, Ils sont- tu les as ils sont étudiés à la, évi- étudiés à la oui. vidéo. Résultat des courses, Ambry tire 4 fois au goal, il y a 2 goals. Enfin, il y a 2 buts. Il y a déjà 2-0 après le premier quart. J'ai pas dit qu'il a joué avait fait un mauvais jeu. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On s'est Non. vraiment étonné d'une situation au Mais non, niveau parle dans le pas de ça, line-up hein. où on se dit, sérieux, t'enlèves des mecs qui sont en feu pour mettre des gars qui sont en doute, on va dire ça comme ça. Et puis tu mets tous tes œufs dans le même panier en sachant que tu as de la peine à marquer des goals. Ouais, enfin bon, bref. Voilà. Je vais prendre la réflexion de Christophe. Oui. Il y a eu pas mal de commentaires dans le chat Oui, pendant que j'imagine. vous parliez. J'imagine. Il dit, je pense qu'avec 6 étrangers attaquants, si Ajoie aurait gagné, on n'aurait rien dit. Je pense qu'il a tout à fait raison. Non, on aurait applaudi le coup de poker, on aurait dit bravo. Bravo, bien sûr, on l'aurait dit, on aurait souligné. C'est évidemment, t'es toujours plus intelligent après une victoire, comme t'es parais toujours plus après une défaite, ça c'est évident. Mais même Comment il s'appelle, le garçon? avant qu'Ajoie joue, je te jure qu'on a regardé les feuilles de match, on a ouvert les yeux comme ça en disant mais il se passe quoi quoi? OK, Il se passe quoi? je suis d'accord avec toi, mais comment il s'appelle le monsieur qui t'a envoyé le message? Christophe. Christophe, comment t'expliques aux défenseurs qu'il joue bien, ses performances sont bonnes, mais il ne joue pas? Alors, sur quels critères tes joueurs doivent se baser pour dire j'ai tout donné pour jouer, j'ai tout donné à l'entraînement, j'ai tout donné en match pour jouer? Sur quels critères? On verra. 3 petits points. Allez, petits vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, non, Alex? Oui, C'est- non, mais Comment les joueurs font pour savoir qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir leur place dans l'alignement? En tout cas, moi je serais Gélina, je serais un petit peu. Je pense que samedi. Ouais, je les avais un T'imagines petit peu que le là. message que j'ai reçu, moi, tout le monde pense que je suis en relation avec lui, tu vois. Et tabarouette, j'ai reçu. J'ai dit non, les gars, laissez-moi tranquille, je ne connais pas. Alors, on rappelle que Dany et Eric Gélina ont le même nom de famille et ça s'arrête là. Oui, exact, oui.
On passe au HC Bienne avec ses 2 points miraculeux du côté de Cloton. On dit 2 points miraculeux parce que vu la situation du HC Bienne et vu la tournure des événements face notamment à Cloton, c'est compliqué pour les Ceylandais. C'est presque un salaire minimum qu'ils ont obtenu avec ces 2 buts de Gaëtan Haas en fin de match, en infériorité numérique, avec en fin de 3e tiers, en prolongation. Dany, c'est toujours compliqué du côté de Bienne en ce moment. Oui, bon, écoute, on va y aller par étapes. Bienne a plutôt bien démarré cette année. Ensuite, ça a été l'hécatombe au niveau des blessés. Puis lorsque tu vois les blessés qu'ils ont eus, c'est des blessés de haut de l'alignement. Alors du coup, là, ça a fait très, 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 très mal. Ensuite, on continue un peu dans le cours de la saison. Et là, oups, c'est plus des blessés qui nous fait mal, c'est les départs. Alors là, ça commence. Là. Moi, je pars. Ça fait beaucoup. Là, les blessés sont revenus. Il y a quelques blessés qui sont revenus. Et apparemment, contre Cloton, ça a fait beaucoup de bien. Ils ont trouvé le filet, Löw a marqué, Haas a marqué. Alors, c'est bien, il n'y a pas de problème. Ça va leur faire du bien et maintenant, il faut qu'ils trouvent un peu la stabilité pour que les garçons reviennent. Moi, aujourd'hui, Bienne, ce qui me travaille le plus, ce qui me tracasse beaucoup, c'est quand on dit qu'on est à la fin d'un cycle, on change les joueurs en même temps que l'entraîneur. Là, on ne garde pas des joueurs... Parce que l'entraîneur qui est là aujourd'hui, avec tout le... Je ne le connais pas, je ne peux pas juger, je ne peux pas dire quoi que ce soit de ce monsieur. Je ne peux rien juger. La seule chose que je peux te dire, c'est que c'est pas du tout... C'est l'antagoniste de Antti Turmanen. Et toute l'équipe qui est là a accepté un projet depuis plusieurs années avec Antti Turmanen, la façon de travailler, les protocoles de travail, de communication et blablabla, tout ce que... Et le projet de jeu. Tout le monde... Et là, aujourd'hui, on est sur un projet de jeu complètement différent, un peu plus disciplinaire que libéral. Et on est aussi sur une communication beaucoup plus directe, frontale que amicale. Alors, on a tout changé. OK, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais l'équipe, elle ne correspond pas à ça. Et là, aujourd'hui, on a mis dans les mains d'un entraîneur une équipe qui ne correspond pas du tout à sa façon de travailler. Alors, du coup, il faut la retravailler. Alors, la fin d'un cycle, oui, je veux bien, mais faites attention, quand on fait un changement de cycle, il faut faire tout en même temps, ou sinon c'est la catastrophe. Alors avant qu'Alex il parte sur sa diatribe sur le fait que Haas n'a pas joué samedi, parce que je sais que ça l'a énormément énervé. Il y a un commentaire qui vient de me faire sourire dans le chat, c'est celui de Benoît qui dit « Vu que Vladi a proposé Dany à Cloton, moi je propose Dany au HC Bienne ». Dieu, je vais faire tous les clubs, ça continue. C'est normal, c'est la pause de novembre qui vient de passer, c'est normal. Oui, non, Dany, je te rejoins sur plein de points. Moi, le problème, c'est que la communication cette saison pour Bienne, c'est très compliqué, puis c'est un peu désastreux quand même. Parce que tu te retrouves... Moi, j'ai envie de dire, Steinegger, il est pris à son propre piège, quasiment, quoi. Le fait d'avoir attendu sur autant de contrats, tu te retrouves avec tellement de gars à signer, tu te retrouves avec le problème du gardien, l'entraîneur, et tous les gars que tu dois signer. Et en plus, les gars que tu dois signer, et évidemment tous les blessés, parce que ça, c'est quand même la tuile. Les blessés, c'est ce qui explique premièrement où se trouve Bienne actuellement au classement. Oui, exactement. Oui. Ça, je veux dire, il n'y a pas... voilà, tu passes quand même pas de super champion à total ringard, largué en l'espace de je sais pas, 2 mois et demi, 3 mois pendant l'été. Ça, c'est une première chose, vraiment les blessés. Mais après, le problème de ces contrats et le problème du nouveau coach... Regardez Künzle, il est annoncé du côté de Zug, ok? Le gars, une fois, il se retrouve en tribune. Maintenant, apparemment, il est nouveau blessé ou, je sais pas, en tout cas, absent à durée indéterminée, etc. Il est descendu dans le line-up, il joue 6 minutes par match ou 9 minutes par match, enfin bref, il est au placard. Nouvel exemple, Olofsson. Dernier match, il est aligné avec Radgeb au centre, et je sais plus qui était le 3e larron de ligne. Mais ça vendait pas du rêve en tout cas. Non mais sérieux, le message que t'envoies aux joueurs, quoi. Tu lui dis, tu mets avec tout le respect que j'ai pour Radgeb, c'est pas ça, mais on est bien d'accord que c'est pas un joueur de centre, c'est un défenseur. Et toi, tu mets un de tes meilleurs joueurs, Olofsson, qui est franchement un des meilleurs joueurs de Bienne, qui peut aussi décider avec son tir, etc. Il peut être, voilà, comme Rayala, il peut vraiment... C'est des snipers, les gars. Oui, non, tu le mets sur le 4e trio, tu le mets ça, mais le message que t'envoies... Est-ce que, franchement, Dany... le message que tu envoies à Radgeb aussi, de le faire jouer au centre. Mais ouais, puis encore, c'est de dire, allez, va dépanner, allez, va faire ça, oui, mais tu vois, il y a ça. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est le moment de faire des guerres d'ego? Est-ce que c'est le moment de punir
tes meilleurs éléments qui doivent être tes meilleurs sur la glace pour pouvoir gagner des matchs. Est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de vouloir absolument se réaffirmer en tant que coach, si c'est la décision du coach, hein, dans ces moments-là? Moi, je trouve que c'est une attitude, tu parlais d'attitude et puis de changement, tu remets le non-c'est, proche des joueurs, etc. Il y avait une osmose, il y avait ça. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Ok, il y a un nouveau coach. Mais le nouveau coach, là, si vraiment il fait ça en disant, de toute façon, toi, tu seras plus là, peut-être que c'est lui qui sera plus là. Hein, on en sait rien. Ouais, ben c'est ça. Et tu te retrouves J'attendais que tu finisses parce que. Mais ouais, mais tu te retrouves. Pardon, je suis très long, mais non, mais j'arrive pas à comprendre là aussi cette attitude en disant pourquoi tu veux montrer que t'es le plus fort puis que c'est toi le patron avec tes joueurs stars alors que finalement tes résultats sont pas là, quoi. Voilà. Ouais, moi, ce qui me fait rire parfois, c'est qu'on nous engage pour la façon dont on est censé coacher. Tu vois, on engage un coach parce qu'il dit oui, il a une philosophie, oui, il a un projet de jeu comme ça, comme ça. Mais attends, le projet de jeu, là, il va avec les joueurs que tu as, hein. Il ne va pas avec le coach, hein. Le coach il est sur le banc. Oui, tu peux mettre tous les meilleurs schémas tactiques que tu veux, les projets de jeu que tu veux, tout ce que tu veux. Mais si les gars ne correspondent pas, si tu vas avoir un jeu hyper agressif physiquement et tout ça, puis que tu as des joueurs de 1m60, tu ne peux pas jouer le jeu style ancien style nord-américain, dump and chase, et tu mets au fond, puis tu vas chercher la rondelle et tu joues les chaque avant à tout va. Si tu as juste des petits joueurs, si tu as des joueurs de possession, Zoug, c'est une équipe de possession. C'est pas une équipe qui va envoyer la rondelle dans le fond à chaque fois. Ils vont le faire parce que le jeu le demande, mais ils veulent la rondelle parce que c'est comme ça qu'ils sont bons. C'est une équipe de possession. Alors, le projet de jeu va avec l'équipe. Alors, à un moment donné, l'entraîneur, il peut avoir son projet de jeu, mais à un moment donné, il se dit « Oh, attends une seconde, là. Oh, les garçons, ça ne va pas répondre comme ça. Comment je peux adapter mon projet de jeu? Comment je peux apporter une modification à mon jeu, une adaptation pour que ça marche? C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi, dedans, mais la grosse partie, elle doit venir de l'équipe. Elle ne vient pas du coach. Le coach, il apporte un influx, mais l'idée du coach, c'est de remplir le sac à dos de chaque joueur de tous les outils possibles pour répondre à une action que l'équipe adverse va te proposer et puis de dire, OK, ben, quand il se passe ça comme ça, ben, je vais faire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a la vidéo. Alors, tu peux faire ce que tu veux. Tu es vite contré si tu es vraiment tête carrée et puis tu dis, ouais, bon, on joue comme ça, puis si ça ne marche pas, ben, on n'a rien d'autre. Non. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une grosse différence parce que Bien jouait un peu comme ça à l'époque. Hein, avec Antti Turmanen, on essaye de jouer, on essaye de faire du jeu, on essaye de créer. Des fois, c'était risqué, mais là, c'est tellement droit, c'est tellement carré que les garçons, ils ne savent plus trop comment faire et puis ils ne veulent pas répondre. Puis je pense qu'ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Je vais prendre le commentaire de Fabio. Du coup, faut-il virer les entraîneurs ou reconstruire l'équipe? Non, ben, s'ils ont été chercher cet entraîneur-là, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de transition. C'est qu'ils ont voulu une transition. Il est certainement bon, cet entraîneur-là, mais l'équipe ne lui correspond pas. Et s'il y a autant de joueurs qui ne sont pas sous contrat, ben, on met beaucoup de fautes sur Steinegger, mais finalement, ben, ils vont peut-être pouvoir faire le clean-up et puis d'aller chercher les joueurs qu'ils veulent. Mais la seule différence, c'est que des joueurs en Suisse, il n'y en a pas des millions. Il n'y en a pas des millions. Les joueurs de qualité que tu vas perdre, joueurs suisses, hein, je parle pas d'étrangers, parce que le marché est suffisamment grand étranger pour, si tu es bon, tu peux trouver ce que tu veux. Mais en joueurs suisses, ben, ils sont de plus en plus bloqués sur des contrats de 4, 5 et 6 ans. Il n'en reste plus beaucoup, hein, c'est compliqué. Alors, ouais, des fois, il faut faire attention. Il faut dire, ben, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux trouver une solution? Et là, le marché, il est sec, hein? Le marché n'est pas très grand, hein? Non, et puis ils se font piller. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, bah, tu as quand même toujours des problèmes parce que si tu as des joueurs qui sont pas contents, bah, ça se ressent aussi dans le vestiaire. S'ils sont benchés, ils sont pas contents et c'est problématique. Moi, je dis honnêtement, c'est. Puis t'as envie. Et puis, hey, Danny, t'as envie d'y aller à Bienne, là? Je pose juste, t'es un autre joueur, là. T'as deux projets, t'as les mêmes contrats, hein? À peu près en valeur. T'as envie d'y aller? Parce que tu sais pas, tu comprends pas quel est le projet, tu sais pas qui va jouer l'année prochaine. Non, mais c'est aussi ça. Ça me désole un peu parce que moi, j'adore bien. J'adore bien des U15 jusqu'en haut parce qu'ils font de l'excellent travail quand tu vas voir les jeunes jouer, quand tu vas voir. Non, ils font du très, très bon travail vraiment depuis plusieurs années. Puis c'est vraiment propre. Et j'aime beaucoup ce club. J'aime beaucoup la façon dont ils gèrent les choses et comment. J'ai rien à dire là-dessus. C'est juste que là, pour peut-être les premières fois, ils sont un petit peu dans l'eau chaude.
Et puis, il va être intéressant de voir comment ils vont s'en sortir. Mais c'est un club d'habitude qui travaille dans le calme et avec beaucoup de recul. Et ils n'aiment pas trop s'exposer. Alors, je pense que depuis quelques jours, quelques semaines, ils sont très exposés. Et ça ne doit pas leur aller beaucoup parce qu'ils n'aiment pas trop, je pense. Alors, là, ils vont chercher le calme pour être capables de travailler, à mon avis. La zénitude. C'est ça, oui, comme ça. Oui, mais bon, encore une fois, le marché est vide. Hein. Alors, le marché, il ne pourra pas faire des miracles, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Alors, à moins qu'il trouve des bons, comme il l'a fait, c'est-à-dire de remettre ou de ramener des joueurs sur le marché, de ramener des joueurs à leur niveau. Et puis, mais ça va prendre, ils vont aller chercher ces joueurs-là, puis ça va prendre 2 ans pour que ces joueurs-là peuvent être de qualité nationale, 2-3 premiers blocs, quoi. En tout cas, Martin Steineger, lui, il a pris sa part de responsabilité dans une interview, il me semble la semaine passée, je ne sais plus à qui exactement. Il avait dit qu'effectivement, il avait attendu pour les contrats, pour ne pas renouveler pendant l'été, parce qu'il voulait voir comment ça allait avec le nouveau coach, et que c'était peut-être une erreur de sa part d'avoir attendu aussi longtemps. Bon, ceci dit... Au moins, il assume. Non, mais non, ben ça, j'ai aucun problème là-dessus, parce que lui, c'est pas le gars qui recule, et puis même sur la glace, il reculait pas. Hein. Non, c'est les autres qui reculaient. C'est pas un problème. La seule chose, faut quand même dire les choses comme ils sont aussi, c'est que c'est pas un néophyte dans le poste, mais dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il est néophyte. C'est la première fois qu'il se trouve dans une situation comme celle-là. Il est parti sur une situation, il a dit, moi, mon idée, c'est ça. Ça n'a pas marché, voilà. Je pense pas qu'il va le refaire. Hein. Jusque-là, on est juste après la pause de novembre, on est d'accord. Quand on arrivera à Noël, si Bienne est toujours 12e, oui, là, je pense que là, ça ne sera pas le même... Ouais, non, non. Il sera moins défaitiste, le Martin Steineger. Hein. Il avait l'air très, très, très affecté la dernière fois qu'on l'a eu à l'interview avant le match. Non, mais comme l'a dit Dany, tout le monde lui tombe dessus. Bien sûr, c'est normal. 3 fois par semaine, tout le monde lui tombe dessus. Parce qu'il y a des signatures qui sont annoncées d'un côté, puis quasi pas de l'autre. Et donc, évidemment, tout le monde lui tombe dessus. Genre, c'est Terry, c'est bon, c'est signé. À Noël, si jamais c'est 12e à Noël, c'est lui qui le coach. Alors, vous l'enregistrez, vous le notez. Voilà. Ah, je sais. Allez, messieurs, on enchaîne et on passe à Genève Servette. Une situation inversée, on va dire, pour Genève Servette, qui après avoir gagné ses 8 premiers matchs à domicile et perdu les 6 premiers sur la route, les Grenats ont perdu les 4 derniers à domicile et se sont imposés lors du dernier match, c'était à Bienne. Qu'est-ce qui a changé du côté de Genève Servette ? Tu veux quoi? Tu veux que je réponde? Ouais, vas-y. Ce qui a changé, tu viens de le dire, ce qui a changé. C'est qu'avant, on trouvait pas le moyen de gagner à l'extérieur, puis maintenant, on sait plus le faire à domicile. Non, moi, je me mets à la place du fan de Genève Servette. T'as le titre, ouais, on l'a, c'est génial, c'est super, c'est formidable. Je suis en train de me demander s'il y a quand même... Yann Cadieux en a parlé, hein, et notamment, il va en parler aussi. Je profite de refaire la promo de l'Inside Plus ce soir avec sa rencontre avec René Weiler, en disant... Tu sais, tu peux réagir de 2 manières quand tu as le succès, quand tu as atteint ton objectif, quoi. Soit tu te satisfais de ça, soit finalement, il y a de l'autre catégorie de personnes qui en veulent toujours plus. Ça te donne envie d'en avoir toujours plus, tu vois, d'aligner les titres, etc. Parce que tu as goûté à la gagne et maintenant tu veux y aller, etc. Bon. Ça, c'est une chose. Non, je pense aux supporters genevois. Franchement, faut pas être cardiaque cette année parce que tu sais pas. Avant un match, tu sais pas. Ils peuvent être incroyables pendant 20 minutes. Le tiers d'après, tu te dis, mais c'est la même équipe, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause? Ou bien inversement, tu les reconnais plus. Puis tout d'un coup, le deuxième tiers, c'est formidable et ainsi de suite. Je trouve que contre Bienne, pour une fois, ils ont fait un match quasi complet. C'était bien. Tes meilleurs joueurs étaient tes meilleurs. Maninon, ça va quand même, ça va mieux. Je trouvais que contre Lugano, franchement, ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils perdent, mais ils font pas un mauvais match non plus. C'est simplement qu'il y a une grosse différence cette saison. Moi, c'est mon sentiment. C'est qu'ils ont de la peine à faire un match complet sur 60 minutes. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, il n'y a plus l'instinct de killer. Au moment où ils sont dans un moment fort, où ils sont dans un momentum, t'as l'impression que c'est dans ces moments-là qu'ils peinent à marquer des buts, ils peinent à vouloir dire « Allez, maintenant, on les écrase on écrase notre adversaire pendant ce tir-là, et puis on peut gérer le match, en fait. » Ils sont rarement, quasiment jamais, à part contre Bienne, là, peut-être, mais rarement dans une position, je sais pas ce que t'en penses, Dany, de gérer une rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Ils essaient de gérer, mais ils mènent que d'un but. Tu vois, ils sont moins dominateurs. Moins dominateurs dans un match. En général, quand tu jouais contre Genève Servette, la plus grosse difficulté pour l'adversaire, c'était de prendre le contrôle du match. C'est-à-dire amener Genève Servette à jouer
soit à la vitesse que tu veux que ça se joue, soit tu joues contre Berne, alors Berne va essayer d'amener Genève Servette sur le bord des bandes pour amener le jeu. Toi, je veux dire, ça, c'est la plus grosse difficulté. Là, aujourd'hui, c'est tellement inconstant qu'à un moment donné, j'ai pu, il y a des trous, il y a des occasions, mais il y a des 2 contre 1, des 3 contre 2 à tout va. Et ça, c'était pas quelque chose que Genève Servette allouait beaucoup. Et puis, de l'autre côté, quand ils attaquaient très, très dur. Ils lançaient énormément sur la cage. Aujourd'hui, ils lancent beaucoup moins, enfin, ils lancent moins, ils contrôlent moins la zone offensive, ils sont moins dangereux. Par contre, où je reviens vers toi sur la première phrase que tu as dit, pour moi, c'est uniquement parce qu'il y a trop de joueurs qui ont mangé le dessert déjà. Ils ont plus faim. Ils ont plus faim. Ils ont le dessert. Tu sens qu'ils ont gagné, quelque chose qui est très beau et de belle manière. Et puis, c'est des garçons qui se disent, OK, j'ai gagné ça aujourd'hui, mais maintenant, qu'est-ce que je veux? C'est comme tous les athlètes de haut niveau. Quand tu as le gars qui est champion du monde 6 fois, comment il trouve sa motivation? Il est champion du monde 6 fois, champion olympique 2 fois. Tu fais quoi? Tu fais comment pour rester ce champion-là? Et ça, c'est ce qui fait la différence entre celui qui gagne une compétition et celui qui l'a gagné plusieurs fois. Après, je me permets juste de rajouter un petit truc. C'est quand même particulier avec le hockey sur glace parce que tu as la saison régulière. Et moi, je suis persuadé que je te rejoins dans ce que tu dis. Il y en a peut-être qui ont moins faim ou plus faim ou qui ont encore le dessert sur l'estomac. Mais j'ai l'impression que c'est un peu... De toute façon, on va aller en play-off, tu vois. Puis après, on mettra la machine en route. C'est toujours un peu le risque de se dire... Je m'économise un peu parce que on a toujours les moyens d'aller jusqu'au bout. Puis on sait tout ce que ça demande, on sait tous les efforts, on sait tout ça, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles en fait un peu du syndrome Zurich alors. Ouais, oui, syndrome de grosse équipe en fait, avec un sacré line-up en disant c'est formidable d'avoir un jour le premier bloc qui marque, un jour le quatrième, un jour ci, un jour ça, etc. Mais tu dilues un peu finalement l'impact parfois de tes meilleurs joueurs, peut-être. Je parle en supposition, hein, honnêtement, hein, je suis pas en train d'asséner une vérité là. Voilà, on est un petit peu quand même dans on regarde comment on peut expliquer la situation de Genève Servette, pourquoi avec un tel line-up finalement qui a très peu changé, blablabla. On se retrouve dans ce type de situation. Moi je me demande si quand même, les joueurs, peut-être inconsciemment, ils attendent finalement ce moment des playoffs pour donner leur plein potentiel, peut-être. Orlan réagit sur ce que tu viens de dire, elle dit mais encore faut-il y arriver en playoff. Ah oui, ça c'est... Oui, mais bon... oui. Non, je pense qu'ils ont de la marge quand même. Oui. Ils ont de la marge. Après, dans le sport, ça peut aller très vite. Par contre, moi, où là, je suis assez sceptique, c'est que, et je crois pas à ça. Alors du coup, ça, c'est dans ma philosophie, c'est que je ne crois pas qu'il y a des joueurs qui sont capables d'être à 75% pendant la saison et de switcher derrière. Je sais que le hockey nord-américain, par exemple, ou le sport nord-américain a cette qualité. Ils ont énormément de défauts, mais ils ont cette qualité d'être capables de switcher. Mais ça fait partie un peu de la culture aussi et tout ça. Mais est-ce qu'on l'a ici? Est-ce qu'on est capable de le faire? Moi, je trouve ça très, très dangereux. Et c'est pour ça que j'aime pas les pauses. J'aime pas les pauses. Parce que ceux qui me disent, ouais, la pause, elle fait super bien, les gars vont pouvoir décompresser et tout. Oui, ils vont tellement décompresser que c'est comme un ordinateur. Hein. Tu veux la rallumer, mais des fois, tu ne sais pas trop lesquels qui vont être capables de revenir. Alors, je préfère plutôt laisser les joueurs en veille que de fermer, tu vois. Comme ça, tu es sûr au moins de toujours les garder un peu sous tension. Puis je connais Yann. Yann, c'est pas le gars qui dit bon, OK, les gars, on va y aller doucement en ce moment. Non, s'il y a bien un entraîneur qui est très intense, soit dans sa façon de faire, de travailler ou de communiquer, même s'il a beaucoup changé, il s'est amélioré, il a pris de la maturité, c'est un gars qui est entier. Il veut gagner. Il veut gagner. S'il y a bien quelqu'un qui ne peut pas tricher, c'est Yann Cadieux. Hein, ça, je peux te le dire. Et, alors, du coup, encore une fois, une réponse bateau, mais on verra à Noël. Hein. Mais juste, on verra à Noël, mais quand même. Hein, on va inviter Dany à Noël pour faire le bilan, début janvier. Non, mais il y a quand même un signal pendant cette saison. Ils ont engagé Tim Bernie. Hein. Je veux dire, ça, c'est quand même pas pour dire. Et les gars, on va pas la solder cette saison. Hein. C'est ça que ça veut dire. En même temps, tu crois pas que c'est un désaveu de ne pas avoir remplacé Tom Ernest comme il faut?
Alors, moi, je mettrais quand même un petit bémol, parce que Tom Ernest, rappelez-vous, les premiers mois, quand il a débarqué aussi, il a eu un moment d'adaptation. C'était pas le Tom Ernest qui est reparti avec le titre de champion. Donc, c'est difficile, la comparaison. Tu vois, Maninon, il marque pas un but pendant un match. Tout le monde dit « Eh non, franchement, Marc, il nous manque. » Tu vois, c'est tout de suite... Alors que Marc n'était pas un gros buteur. Oui, mais c'est pas le même type de joueur. C'est pas du 1-1. Tu peux pas remplacer ça. Et puis... Oui, alors Tom Ernest, mais Vatanen, il a pris aussi encore. Moi, je trouve qu'il a pris encore un volume de jeu encore plus important, etc. Alors, il peut s'il y a bien quelqu'un qui a profité du départ de Tom Ernest, c'est bien lui. Hein. Ouais, mais déjà en finale, tu regardes. À part ça, franchement, alors, il était peut-être diminué. Tom Ernest, ceci dit, c'est vrai que je suis un peu dur parce que le garçon qui vient pour remplacer Tom Ernest, déjà, les patins sont grands, puis en même temps, il commence blessé. Alors du coup, on se souvient, Sorensen à Fribourg l'année dernière, il démarre mal parce que sa saison est vraiment tronquée à cause d'une mauvaise blessure qui le met dehors et puis voilà quoi. Je montre l'heure à Pascal parce qu'il faut qu'on enchaîne. Il faut qu'on parle de Lausanne et Fribourg encore. Donc allons. C'est comme à Stéphane Plateau, il faut enchaîner. Oui, il faut enchaîner. À Lausanne Kekov qui, après la défaite vendredi à Rapperswil, a décidé d'aligner Ivars Pounenovs dans les buts, le gardien letton qui avait été aligné le 9 novembre par la Lettonie face à la France, une victoire 4-2. Quand même pour les Lettons, a livré un très bon match face à Zug qui a permis au LHC de gagner 4-1. On a vu de beaux arrêts, notamment en tout début de match, où Pounenovs a gardé son équipe dans le match, puisque Zug, dans les 5 premières minutes, en gros, il n'y avait pas d'action lausannoise. Et puis en toute fin de match, à 2 minutes de la fin, là sur Saint-Hilaire, où il plonge, et il se met tout son long et il prend ce puck dans cette mitaine. Le retour de Pounenovs, c'est réussi. Écoute, j'ai envie de dire qu'il a fait exactement ce qu'il fallait qu'il fasse, parce que c'est vraiment pas facile. La situation qu'il a vécue, elle est vraiment pas simple. Le désaveu avec l'arrivée de Kevin Pache et de l'avoir mis aussi souvent, je crois que c'est 6 matchs, hein, je ne suis pas sûr, mais c'est 6 matchs. C'est un désaveu qui fait mal. Alors, soit tu as du caractère et puis que tu restes planté dans tes patins et puis tu travailles avec ton entraîneur de gardien de but, puis tu fais de cette personne-là vraiment la personne privilégiée pour te refocuser et rester vraiment dans ta ligne. Ou soit tu deviens caractériel, où là, tu casses ta canne partout, tu traites tout le monde de tous les noms, et puis tu dis, je m'en fous, tu vois, je veux dire, tu fais le caractériel. Alors, il y a deux façons de voir les choses. A priori, il a dit qu'il a beaucoup travaillé, qu'il s'est mis dans les patins avec Cristobal, qui a beaucoup bossé, puis qui attendait juste son moment, et puis d'essayer de... Puis je pense qu'il ne le dit pas, mais je pense qu'il a peut-être fait un petit reset dans sa tête pour voir un peu qu'est-ce qui ne va pas, où ça ne va pas, qu'est-ce que je fais qui ne va pas bien. Je fais peut-être certainement des choses pas justes. Hein? Alors, et puis, avec ce qu'il a vécu aussi au championnat du monde quelques mois plus tôt, ça faisait beaucoup. Alors, il était peut-être temps pour lui de faire une rétrospective un peu de ce qui se passe. Et puis, il fallait avoir les reins solides pour un entraîneur pour être capable de prendre cette décision. Et l'essentiel pour lui, c'était de revenir et puis de faire une performance pour pas vraiment se couper les deux jambes. Oui, mais c'était la grande question. C'était quand est-ce que tu le relances ou quand est-ce que tu essayes de le relancer. Vraiment. Christo le dit à l'interview d'avant-match, hein, il le met contre Zug, contre une équipe contre laquelle il a pris 9 goals. Oui. Donc c'est vraiment, le scénario n'était pas idéal au début du match. Oui, mais si tu veux le mettre face à ses responsabilités, c'est peut-être quand même le meilleur des moyens, tu vois. C'est de se dire, si il a besoin de nouveau d'un challenge en le disant, nous on a confiance en toi, maintenant c'est à toi de retrouver la confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Sa propre confiance. Moi je pense qu'en effet ils ont beaucoup parlé. Je pense il y a eu un gros travail psychologique certainement qu'il a dû faire aussi sur lui-même. Il a dû faire preuve de résilience aussi en se disant il faut que j'accepte le fait que j'ai foire mon début de saison, que mes stats sont pas là. Il faut aussi dire qu'il y a un gros contrat à long terme sur Pounenovs du côté de Lausanne. Il y a beaucoup de facteurs qui font que c'était un environnement vraiment compliqué qui était devant là. Et puis d'un autre côté, le club doit te relancer, trouver le moyen vraiment de te relancer, parce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, ça tombait bien, Page qui a fait des prestations qu'on n'attendait quand même pas, ou en tout cas une régularité dans les prestations qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, ça a permis quand même à Lausanne d'avoir du temps avant de remettre Pounenovs.
Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense qu'on l'a vraiment mis dans des bonnes conditions. En plus, Apache perd la veille, mais voilà, en se disant, bon, t'as perdu, c'est pas grave, on va faire jouer l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est facile à faire. Voilà, il a pas fait un blanchissage la veille en étant excellent, en faisant 40 arrêts. Puis tu lui dis, non, mais c'était prévu que l'autre joue. Et voilà. Et là, au moins, tu gardes tout le monde. Et puis en effet, tu l'as dit, Pascal, les 5 premières minutes. Je crois deuxième, même plus, je dirais même plus, parce qu'il fait un gros arrêt après 2 minutes de jeu, un gros arrêt aussi après 9 minutes. Heureusement, il ne se le met pas tout seul en fin de tiers. Voilà. Mais franchement, quand Lausanne n'a pas été bon au début de match, pas été bon au début de tiers, oui, alors il encaisse le but, mais bon, il a dévié le puck, il ne le voit pas. Enfin bref. Mais sinon, gros match. Ouais. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du match. Il a été joueur. Je pense que c'était mérité, absolument. On va attendre de voir jusqu'où ça va le mener, mais en tout cas, ça peut être une très très belle histoire. Puis ça peut être quelque chose qui peut être utilisé chez les jeunes gardiens, les jeunes joueurs qui vivent des moments parfois que eux ils pensent qu'ils vivent très difficiles et que finalement il y a toujours moyen de rebondir, il y a toujours moyen de faire les choses et de réagir. Il y a une bonne question dans le chat. Oui, alors avant d'y venir, je voulais juste dire, parce que moi j'ai parlé à Kevin Pache la semaine passée, il m'a dit que Ivar Spounenov avait été très professionnel avec lui, il le conseillait à chaque match, à chaque entraînement, donc il a aussi eu un état d'esprit extrêmement positif durant cette période, comprenant que voilà, il avait des mauvaises performances, donc c'était logique de lui préférer un joueur qui est gardien qui performait. Voilà, j'ai trouvé mon mot. La question de Fred, elle est très intéressante. Match référence pour Pounenovs contre Fribourg, mercredi. Pounenovs au goal ou Kevin Pache au goal? Lui, il garderait Pounenovs. Moi aussi. Non, moi, là, tu as commencé comme ça. Et, attention, Pounenovs, aujourd'hui, attention, ça devrait être ton numéro 1 avec Pache. Alors, aujourd'hui, Pache, le remettre mercredi, ça serait trop tôt. J'explique pourquoi. C'est qu'il est sous tension depuis 6 matchs. Vraiment sous tension, mais vraiment. Et ça fait 6 matchs, ça fait peut-être 2-3 semaines. Ça veut dire que ça fait 2-3 semaines qu'il ne travaille plus, ou presque plus. Il fait juste des petits exercices sur la glace, mais il doit récupérer. Et il doit récupérer mentalement et physiquement. Là, le fait de ne pas avoir joué samedi, le soufflet est tombé, la décompression. Aujourd'hui, il se remet au boulot. Et là, il va requinquer, puis il va se requinquer. Et moi, je pense que Pache pourrait être dans les buts durant le week-end. Mais mercredi, ce serait trop tôt. Pour moi, le soufflet est tombé un peu et il doit se remettre au travail, travailler des routines, sentir ses poteaux, faire du travail avec Cristobal, refixer et laisser Pounenovs sur sa performance de samedi. Entièrement d'accord avec toi. Non, tu repars avec Pounenovs. Tu repars, maintenant tu vas pas le recier derrière, désolé. Non, franchement, il a fait un gros... J'aime pas utiliser ce mot-là, mais je pense qu'il le mérite. Voilà, je vous dis, je suis le premier à dire le mérite n'a rien à voir là-dedans en général, mais là... Alors parle de la main chaude dans ce cas-là. Ouais, mais non, mais là, il a gagné le droit d'affronter le leader. Moi, je trouve il a fait une grosse perf contre Zug. Fribourg, c'est une grosse cylindrée, c'est une grosse équipe. Il a le droit. Puis comme dit Dany, t'as des matchs après. T'as suffisamment de matchs, de rencontres qui vont arriver là pour Lausanne. Ouais. C'est comme ça. Mais quand même, il y avait Pounenovs, mais il a changé quelque chose dans le line-up aussi, Ward. Hein, il a mis Fuchs avec Suomela. Il a mis Sekac avec Rochette. Et franchement... ça fonctionne mieux. Pas pour Sekac. Non, Sekac fait une super passe sur le but de Rochette. Non, de Rochette. De Rochette, etc. Oui, alors il vise le poteau, etc. Mais honnêtement, c'est mieux. Fuchs ou Mela, c'est mieux. Je suis désolé de le dire, mais je trouve que c'est mieux. Voilà. Ouais, Suomela a besoin d'un gars capable de patiner puis d'avoir la rondelle déjà, de garder la rondelle et de faire du jeu. Si tu mets un gars qui prend la rondelle, qui l'envoie au fond, puis tu demandes à Suomela de faire l'échec avant pour aller chercher la rondelle. En fait, c'est un vœu pieux pour dire à Ward, s'il nous écoute puis qu'il regarde cette émission, changez pas le line-up. Voilà. Mais il y a un moment, tu sais, il a essayé plein de trucs, etc. On a vu Kenin sans powerplay à des moments. Enfin, on a vu. Moi, je crois que maintenant, franchement, pars une fois avec le même line-up pendant une semaine. Si t'as pas de blessés, bien sûr. Mais pars une fois avec le même line-up pendant une semaine. C'est de construire sur un peu des choses où tu te dis. Et en même temps, c'est tellement facile. Oui. Non, mais franchement... Mercredi, tu n'as même pas besoin de réfléchir à ton line-up. Tu sais que c'est Pounenovs, tu sais que tes lignes, tu sais que ton powerplay a des avantages numériques. Tu peux penser à autre chose. Prends cette équipe et tu dis, cette équipe a les moyens de battre Fribourg.
Et voilà. Moi, je pense que honnêtement, il y a un moment, tu montres un peu de la confiance aux gars aussi. Tu leur dis, hé les gars, c'était un très bon match face à Zouk. La réalité, c'est que franchement, c'était un très bon match face à Zouk. T'enlèves les 3 premières minutes du début du match et puis du deuxième tiers. Mais sinon, franchement, c'était un match. Franchement, c'était un très bon match de la part de Lausanne. Honnêtement. T'as fait la transition, tu travaillerais pas dans la télévision, toi? Possible. pour le dernier club qu'on doit aborder. On va parler de Fribourg pour terminer ce overtime. Donc l'adversaire de Lausanne mercredi qui a connu un début de saison très très bon, hein, on va pas le dire, mais depuis 6 matchs c'est un peu plus inconstant avec 5 défaites et une seule victoire contre Ajoie dont on a parlé déjà tout à l'heure. Les Dragons doivent désormais retrouver leur constance du début de saison. Dany, qu'est-ce que Christian Dubé doit faire? Ben, je pense qu'il l'a fait un petit peu la semaine dernière, c'est-à-dire resserrer un peu. Les choses allaient bien. Les choses allaient bien. Alors, il a laissé de l'espace aux garçons, il a laissé les gars tranquilles. Et lui, il travaillait sur les détails et puis ça allait très, très bien comme ça. À un moment donné, les gars ont commencé à manquer de concentration. Mais ça, c'est un peu ça arrive à tous les athlètes ou à toutes les équipes. Quand tu es dans un mode positif, tu gagnes. Tranquillement, tu deviens de moins en moins concentré sur les détails. Sur les détails. Pas sur ton jeu, mais sur les détails. Et souvent, ben là, on parle de détails parce que c'est ce qui fait la différence. Le championnat est très serré. Et les équipes peuvent se battre et le détail peut faire la différence. Et quand tu n'as pas ce petit détail-là, ben, tu passes pas. Alors, ben, le travail du staff, le travail de Christian Dubé, ben, c'est de dire, OK, les garçons, il faut que j'aille vous chercher. Alors, il va rechercher les gars, il ramène les gars. Les gars n'aiment pas ça, mais c'est comme ça que ça a commencé. Au mois d'août, c'est comme ça qu'il était. Hein. Il a ramené les gars, il a dit voilà, le projet de jeu, c'est comme ça. Par contre, ça prend ça prend de la discipline, ça prend de la rigueur. Par contre, voici votre espace. Ça, c'est votre espace. Vous pouvez jouer, ce qu'on veut, c'est faire du jeu. Parce que tu ne peux pas dire non plus à Sorensen ou Walmart, tu vois, je veux dire, de faire juste des tips où les gars ont besoin de la rondelle, ont besoin d'essayer, ont besoin de porter, Et en faisant ça, ben, ça rouvre la porte à un Berti qui a fait un très bon début de saison et ainsi de suite. Alors, je pense que son boulot à lui, c'est d'aller chercher les gars et puis de resserrer un petit peu la vis jusqu'à temps que les garçons disent OK, ben écoute, maintenant. Parce que finalement, le pourcentage de liberté que tu laisses à ton équipe dépend du niveau de discipline qu'eux y apportent. C'est ça. C'est comme avec les enfants, en gros. C'est une question de relation. Mais non, mais c'est ça. Tu lui dis, bah écoute, si tu obéis, tu auras plus de liberté. Voilà, c'est paradoxe un peu. Mais non, mais franchement, je suis entièrement d'accord, Dany. En plus, on sait comment fonctionne Christian Dubé. Je pense que ses joueurs savent aussi comment il fonctionne, etc. Lui-même, bah voilà, longue carrière de joueur. Il sait bien manager ses hommes, quoi. Dubé, il sait quand il doit taper du poing sur la table. Il sait parfois quand il doit se faire comprendre via un interview à la fin d'un match. Aussi, c'est un moyen de communiquer, c'est un très bon communicant et communicateur. Mais ce qui est... moi, je pense que Fribourg, ils sont quand même un peu à la recherche d'un deuxième souffle. Je m'explique. Ils jouent pas mal. Hier, contre Berne, ok, ils perdent but de gag de Leffel, début en infériorité numérique en début de troisième période. C'est pas joué à grand-chose. Par contre, ce qui m'a frappé, j'ai trouvé qu'ils ont un petit peu plus de difficultés. Alors, c'est paradoxal parce qu'ils ont mis 8 contre Ajoie, mais à produire de l'offensive. Avant, c'était un peu plus... voilà, ça coulait un peu plus facilement, on va dire. Ouais, c'était plus fluide. Ouais. C'était plus fluide. Maintenant, on sent que, quand même, à être vraiment sur la cage, à être vraiment comme ça... T'es d'accord, Dany, hein, ça joue un peu. Ouais, mais le hockey a changé. Là. On n'est plus là du hockey du début de saison. Là. Ouais, les équipes s'ajustent aussi. Tranquillement, les équipes s'ajustent. Et ensuite, le jeu se resserre un peu. On va se rapprocher de mois en mois du mode de play-off, appelez ça comme vous voulez. Et ça se resserre. Et puis, il y a moins d'espace. Et puis, on sait comment ça se passe. Les routines, on les connaît. Alors là, il faut, comme tu dis, le deuxième souffle, c'est quoi? C'est le deuxième souffle, c'est de dire, OK, c'est quoi notre plan B? Quand l'adversaire arrive un peu à nous contrer dans le domaine dans lequel nous, on excelle, comment je peux continuer à avoir de l'impact, mais d'une façon différente? Puis c'est un peu les détails, parce qu'avant, il suffisait que tu fasses ça pour que ça marche. Puis comme tu le disais, maintenant, ça suffit plus vraiment, en fait. C'est surtout ça. Maintenant, c'est de dire, comme tu le dis, qu'est-ce qu'on change encore un peu? Qu'est-ce qu'on adapte par rapport à nous
pour dire ah bah voilà comment on peut relancer la machine finalement. C'est pour ça qu'on parle de Moi, de second souffle. je suis plus concerné par les rotations de gardiens de but. Ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Au long terme, ça va pas suffire. Bah, ça tombe bien. Si on veut donner de la place à Berra pour souffler et puis tout ça, ça va pas suffire. Si tu es obligé de mettre autant de buts contre Ajoie pour gagner un match, ça va pas suffire. Ouais. Une question de Fabrice qui nous dit des news sur le futur gardien étranger, puisque Christian Dubé a clairement dit qu'il cherche un gardien étranger. Oui, mais le problème, c'est le marché. Je peux être méchant, mais vous en connaissez beaucoup, vous. Surtout, à quel moment est-ce que tu l'engages? Tu l'engages maintenant et puis tu le fais jouer pas avant décembre, ou est-ce que tu l'engages plutôt à la date limite des transactions en février? Non, mais si tu vises le titre, tu vas aller chercher un gardien étranger, ok? La plupart du temps, normalement, tu le chopes en février, enfin avant la deadline. Janvier-février, ouais, quand les clubs en Finlande commencent à dégraisser. Mais voilà, mais c'est ça. Et ou bien des gardiens éliminés, etc., qui cherchent à prolonger l'aventure, on va dire, en Suisse, par exemple. Mais non, moi, je le vois pas maintenant signer vraiment pour le signer. Je veux dire, c'est pas... Peut-être, si tu as une opportunité mais qui te dit que tu n'en auras pas une meilleure encore plus tard. Enfin voilà, les gardiens étrangers, c'est souvent quand même, comme tu le dis, en janvier. En tout cas, il va falloir, ça c'est sûr. Il va falloir relancer la machine. Et relancer la machine pour Fribourg, c'est aligner les succès. Quand même, maintenant, il faut de nouveau... Parce que la réalité, c'est qu'ils sont toujours premiers parce que Zurich a perdu, parce que Zug a perdu. Et c'est pour ça qu'ils sont encore en tête du classement. Si les deux autres continuent un peu sur le rythme... Les 10 derniers matchs, ils ont 4 victoires, 6 défaites. Il n'y a que Zug et Ambry qui ont aligné 8 victoires, 2 défaites dans les 10 derniers matchs. Mais Zurich et Fribourg, ils sont plutôt dans le jus, quoi. Zurich est à 5-5, 5 victoires, 5 défaites en 10 matchs. Et puis Fribourg est à 4 victoires, 6 défaites, quoi, tu vois. Alors, mais je pense que le groupe est là. L'expérience est là. Maintenant, ça va être intéressant de voir. Parce que finalement, ce qui va se passer dans le prochain mois va être très déterminant pour les playoffs. Ça va déterminer le caractère de l'équipe pour les playoffs. Ce sera le mot de la fin, moi je te dis. Non, le mot de la fin, je vais juste vous poser une question, mais on va y répondre rapidement. Il reste même pas 30 secondes. Alex répond dans ce cas-là. Parce que Alex, on a parlé avec Stéphane, c'est le penalty non sifflé pour Christophe Bertis sur le cross-check de Romain Lefebvre. Non, mais penalty ou pas? Non, il aurait dû avoir penalty. Voilà. Non, c'est un cross-check, il aurait dû avoir... C'est pas une petite poussette, c'est un cross-check, il aurait dû avoir penalty. Voilà. C'est le mot de la fin. Il y aurait dû y avoir penalty. On a demandé l'avis bien évidemment à Stéphane. On est au terme de cette émission. Merci beaucoup Dany d'être passé cette heure avec nous. Merci Dany, c'était un plaisir. Merci à vous également dans le chat. N'oubliez pas les rediffusions cet après-midi en vidéo, en audio sur nos différentes plateformes, sur notre app également. Abonnez-vous à Twitter, Instagram, TikTok. Et puis cette semaine, plein de questions sur glace mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. La Champions League, la NHL, la National League. Prochain épisode d'Overtime lundi prochain. Et puis surtout, n'oubliez pas l'Inside Plus Planète Servette ce soir si vous nous regardez ou vous nous écoutez dans l'après-midi. Parce que si vous nous regardez sur MySports 1 à 20h15, c'est trop tard. Il faudrait appuyer sur la touche replay. Excellente semaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.